Bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, je vais vous présenter l'équipe qui a participé à produire le contenu pour le groupe Éduquer à l'IA. Je commencerai par moi-même. Je m'appelle Marion Larouer, je suis maître de conférence à UT Capitole en droit privé. Mes champs de recherche vont du droit des affaires au droit du numérique. Nous trouverons aussi, bien sûr, au sein de cette équipe, Sylvie Sanchez-Olivier, qui est notre tutrice du groupe Éduquer à l'IA et secrétaire générale du GREP. Merci Sylvie d'ailleurs de m'avoir conviée ici. Nous retrouverons aussi Hassan Amri en service civique qui intervient dans les collèges pour sensibiliser les élèves au cyberharcèlement. Voici aussi Milena de Lonzien, étudiante en Master 1 droit du numérique, donc parcours IA au sein de l'UT Capitole. Vous trouverez aussi comme intervenante Lise Gâteau, étudiante en Master 2, médiation scientifique à UT2, qui travaille sur les IA et les institutions muséales. Voici également Genesis Montenegro, étudiante en Master 2, linguistique, informatique et technologie du langage. C'est sans compter Loris Latapi, également en service civique, qui a participé à l'encadrement des réunions et du travail des étudiants SEM. Merci Loris, d'ailleurs, pour toute l'aide apportée. Vous entendrez aussi Cassia Trohan, enseignante-chercheuse à l'IRIT, à UT2, ça j'y. Et enfin, Laurent Chiquano, directeur du Quai des Savoirs. Merci à eux pour leur intervention. L'enfant a besoin d'être tout particulièrement protégé et soigné pour éviter que le monde ne puisse le détruire. Mais ce monde a aussi besoin d'une protection qui l'empêche d'être dévasté et détruit par la vague de nouveaux venus qui déferlent sur lui à chaque nouvelle génération, écrivait Hannah Arendt dans La crise de la culture en 1961. Hannah Arendt décrivait le rôle de l'éducation qui porte la mission d'enseigner aux nouveaux venus le monde qu'ils vont intégrer. Cet enseignement permet une transition fluide entre le passé qu'ils apprennent et les innovations qu'ils portent au nouveau monde. Ces enjeux se voient remis au goût du jour dans notre rapport aux technologies de l'IA. Comment former les esprits à ces outils qui viennent bouleverser la société? Éduquer revient à former l'esprit de quelqu'un, développer ses aptitudes intellectuelles, physiques et son sens moral. L'éducation peut donc revêtir de nombreux sens, que ce soit à travers le partage d'un savoir, d'une expérience ou encore le fait d'enregistrer les mœurs d'une société. En l'occurrence, c'est l'éducation aux technologies de l'IA qui est interrogée au sein de ce colloque. Le système d'intelligence artificielle est un logiciel qui est développé au moyen d'une ou plusieurs technologies et approches et qui peut, pour un ensemble donné d'objectifs définis par l'homme, générer des résultats tels que des contenus, des prédictions, des recommandations ou des décisions influençant les environnements avec lesquels il interagit. L'enseignement à cette technologie en permet une meilleure appréhension. L'être humain n'est pas un être fini. Il a toujours cherché, à travers la technique, à améliorer sa condition. Il crée des outils qui peuvent à la fois mettre le feu à sa maison, tout comme le réchauffer. Tout dépend de comment il articule le feu et la technique du feu. D'après Bernard Stiegler, tout objet technique est pharmacologique. Il est à la fois poison et remède. La pharmacologie tente d'appréhender le danger que représente un outil, tout comme ce qui peut l'amener à soigner. Les systèmes d'intelligence artificielle permettent en ce sens, à travers les réseaux sociaux, de mieux filtrer les contenus haineux grâce à des algorithmes de recommandation, de détection. Mais aussi, une IA peut aboutir à de graves dérives, comme le suicide récent d'une jeune fille. Cette dernière, dénommée Molly, alors âgée de 14 ans, était massivement exposée par le biais des algorithmes de recommandation d'Instagram et de Pinterest principalement, à des contenus évoquant, voire normalisant la dépression, le suicide et l'automutilation. Cette affaire est une illustration des poisons que peuvent revêtir ces technologies. C'est pourquoi il faut produire des critères pour éduquer à l'IA. Le critère pris par ce colloque est celui de l'individuation psychique et collective. L'individuation, selon le philosophe Georges Simondon, est le processus qui désigne l'individu en devenir. Un individu n'est jamais figé. Il est toujours en mouvement tant qu'il est vivant.
Cette individuation se fait à la fois à travers sa personne, un collectif qui désigne des désirs communs, et un lieu technicisé. C'est ce que cherche à porter ce colloque, un moment de discussion pour réfléchir aux diverses manières d'éduquer à l'IA. C'est-à-dire garder le projet de se singulariser, mais aussi de s'instruire collectivement dans le but d'utiliser cette technologie pour s'élever et non pas se détruire. Cette individuation se fait différemment selon les périodes, car la technique évolue continuellement. Les différentes innovations reconfigurent chaque composant d'un individu, son mode de vie, le lieu dans lequel il évolue et son rapport à l'autre. À chaque époque, l'accueil de nouveaux outils se trouve mitigé. En ce sens, Platon, dans l'Antiquité, faisait parler Socrate au sujet de la mise en écrit des fables d'Homère. Socrate aurait dit « L'écriture est comme un esclave qui fait tout le travail pour nous et nous rend plus stupides. » Dans cet exemple, l'innovation est perçue comme un poison. Cependant, c'est grâce à l'écriture que nous avons aujourd'hui accès à ces fables d'Homère. Ainsi, se fermer à l'IA, c'est se fermer à toutes les opportunités qu'elle peut offrir. Comment éduquer à ce que l'IA ne soit pas un poison pour l'individuation, mais plutôt ce qui nous permettra de grandir et d'être soi? Lise va nous parler de ce qu'en pense le public. Bonjour. Dans le débat enflammé autour de l'intégration de ChatGPT dans l'éducation, une étude récente menée par GoStudent en 2023 révèle un paradoxe intéressant. Les élèves français dépendent de plus en plus des nouvelles technologies pour leur réussite scolaire. La pandémie de Covid-19 a forcé une transition rapide vers l'apprentissage en ligne et les outils numériques sont devenus indispensables. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que les élèves ne semblent pas vouloir faire marche arrière. En effet, la crise sanitaire a bouleversé les habitudes d'apprentissage, mais elle a aussi catalysé une évolution vers une éducation plus technologique et connectée. Les jeunes sont de plus en plus enclins à embrasser les avancées technologiques, y compris l'intelligence artificielle, pour révolutionner leur expérience éducative. L'essor fulgurant de l'intelligence artificielle, tels que les outils comme ChatGPT, Midjourney ou Stable Diffusion, ainsi que d'autres, a ouvert des nouvelles perspectives créatives. Nous avons décidé de donner la parole aux jeunes lors d'entretiens informels afin de savoir ce qu'ils pensent de l'IA, en leur demandant de nous donner un mot-clé pour la décrire. Nous avons donc produit ce nuage pour mettre en valeur les mots qui sont le plus employés chez les jeunes entre 14 et 20 ans. Il est intéressant de se pencher sur tous ces mots afin d'analyser la manière dont la jeunesse intègre l'usage et la perception de l'IA au sein de son milieu scolaire. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps. Je vous propose de se pencher sur 3 de ces mots. Et le premier, qui est le revenu le plus souvent avec cette rencontre, c'est le mot robot. Le mot robot, il est souvent associé à l'intelligence artificielle en raison de la convergence de ces deux concepts dans notre imaginaire collectif. Depuis les premières représentations de robots dans la littérature, le cinéma et notamment des œuvres telles que Metropolis ou Frankenstein, les robots ont été dépeints comme des entités dotées de capacités intellectuelles extraordinaires, souvent au-delà de celles des humains. Avec les progrès de la technologie, cette idée a été renforcée par l'évolution de robots réels, de simples machines programmables à des systèmes autonomes capables d'apprentissage et de prise de décision. L'IA est devenue un élément clé dans le développement de ces robots avancés, leur permettant d'interagir avec leur environnement de manière plus sophistiquée et adaptative. Ainsi, l'association de ces deux mots, entre robot et intelligence artificielle, est devenue presque indissociable dans notre esprit. La perception commune des robots en tant qu'êtres dotés d'intelligence artificielle, elle découle de la fusion des représentations fictionnelles et des avancées technologiques réelles qui ont progressivement rapproché les machines de la capacité à penser et à agir de manière autonome. En second lieu, nous avons le mot aide. Le mot aide, il peut avoir ici plusieurs sens. Pour ces élèves, l'IA est un outil qui les accompagne dans leur scolarité, à qui ils posent des questions pour les aider, comme pour des devoirs maison par exemple. Cependant, l'IA peut aussi avoir d'autres atouts majeurs au sein du milieu scolaire. En effet, dans le domaine de l'éducation, l'IA peut être utilisée pour fournir un soutien individualisé aux élèves en identifiant leurs besoins spécifiques et en proposant des activités d'apprentissage adaptées. L'association entre le mot aide et IA
découle de la capacité de cette technologie à fournir un soutien intelligent et personnalisé, améliorant ainsi l'efficacité, la précision et la qualité des activités humaines. Enfin, arrêtons-nous sur le mot peur. D'une part, les œuvres de fiction, notamment des livres, des films, ainsi que des séries télévisées, ont souvent présenté l'IA sous un jour assez menaçant. Des histoires telles que 2001, l'Odyssée de l'espace, on en parlait tout à l'heure, Terminator, ainsi que Matrix, ont popularisé des scénarios où des IA deviennent incontrôlables et menacent l'humanité. Ces représentations, elles alimentent des peurs collectives en projetant des scénarios dystopiques où des machines peuvent prendre le contrôle et manipulent les humains. D'autre part, les débats philosophiques sur la nature de la conscience et de l'autonomie des machines, tels que le montre notamment Dominique Lambert, ont également suscité des inquiétudes quant aux implications éthiques de l'intelligence artificielle. La perspective selon laquelle les IA pourraient éventuellement acquérir une forme de conscience ou de volonté propre soulève des questions sur la capacité de contrôler ces entités et sur les conséquences imprévues de leur existence. Notre pouvoir de rester autonome semblerait donc remis en question par l'IA. Or, l'éducation a pour vocation de développer notre autonomie. Nous serions avec l'IA devant une impossibilité à garantir celle-ci. Ainsi, l'association entre le mot peur et intelligence artificielle émerge une combinaison de représentations médiatiques, de réflexions philosophiques et de préoccupations éthiques quant aux implications de cette technologie émergente. Bien que l'IA offre des possibilités prometteuses, les inquiétudes concernant son impact négatif potentiel contribuent à façonner notre perception collective de cette technologie. Mais elle souligne quand même quelque chose d'assez important, c'est que les jeunes se sentent donc impliqués dans cet enjeu sociétal qu'est l'IA. En somme, les jeunes Français sont majoritairement optimistes quant au rôle de l'IA et des nouvelles technologies dans l'éducation. Ils voient ces outils comme des alliés précieux dans leur quête du succès scolaire. Mais il est important d'avertir sur son utilisation afin d'être conscient notamment des défis éthiques qu'il soulève. C'est le rôle de l'éducation. Et justement, qu'en est-il pour les enseignants? Dans quelle mesure les enseignants peuvent-ils s'adapter à l'utilisation de ces nouvelles technologies, favorisant ainsi une collaboration avec peut-être les élèves? C'est ce que nous présentent dès à présent Milena ainsi que Marion Larouer. Marion va répondre à quelques questions au sujet de l'impact des IA et de ChatGPT plus précisément au sein de son travail. Comment les IA génératives de texte bouleversent les rapports professeurs-étudiants au niveau des méthodes d'évaluation? Alors, en tant qu'enseignant, nous avons une méthode d'évaluation au contrôle continu assez majoritaire qui consiste en fait à donner des devoirs maison à réaliser donc par l'étudiant. 2 postures sont alors adoptables pour rendre crédible le travail qui sera effectué par l'étudiant donc à son domicile. On pourrait tout d'abord avoir une posture complètement réfractaire à l'outil d'intelligence artificielle et là on vise essentiellement ChatGPT puisque c'est lui qui est ici dans le viseur et se dire qu'on souhaite éviter tout recours à l'outil. Dans ce cas-là, c'est le principe même du devoir maison qui disparaît et l'évaluation régulière de l'étudiant n'a plus lieu véritablement qu'en présentiel, puisqu'on ne peut pas contrôler ce que fait l'étudiant chez lui et on pourrait opter pour un total évitement du recours à ChatGPT. Ensuite, et peut-être est-ce une posture plus finalement ancrée dans la réalité, il s'agirait moins en fait d'éviter le recours à l'outil que de l'articuler avec ce qui existe déjà. Et peut-être pourrions-nous, peut-être pas pour toutes les modalités de contrôle, mais utiliser ChatGPT pour eh bien, leur faire effectuer un travail de vérification, de correction, d'amendement, de critique. Voilà, et se dire on recourt consciemment à l'outil et on y apporte en tant qu'expert et l'étudiant se place dès lors lui-même comme un expert et y apporter finalement un éclairage. En tant qu'enseignant, avez-vous recours pour vous-même à l'outil ChatGPT? Oui, tout à fait, Milena. Et je suis aux prémices de l'utilisation de cet outil. Il est pour moi une assistance, une aide pour pallier parfois mon propre manque d'imagination lorsqu'il faut créer ce qu'on appelle des cas pratiques en droit, donc des situations de fait sur lesquelles les étudiants doivent apporter une réponse juridique.
et il me permet de m'aider en fait dans la création de contenu. Évidemment, j'y apporte moi-même des corrections, un amendement, une vérification. Je le remodèle pour qu'il puisse correspondre à mon idée de départ. Et il faut bien sûr remarquer que nous ne sommes pas formés, nous, en tant qu'enseignants, à cet outil, précisément parce qu'il est très récent. Peut-être que dans le futur, nous l'intégrerons pleinement à notre formation et que les futurs enseignants eux-mêmes l'auront utilisé, dès leurs études et dans leur carrière d'enseignant. Personne ne peut le dire évidemment, pour l'heure et pour le moment, il s'agit, pour nous d'en tirer, le meilleur dans l'exercice de notre activité professionnelle. Merci pour cet échange, Marion. Maintenant, Loris va nous montrer, à travers un cas d'usage, que l'IA peut être un assistant une fois qu'elle a été appropriée. À présent, donc, mon objectif va être de vous montrer, à l'aide d'un cas concret, comment des outils comme ChatGPT permettent aujourd'hui à la plupart des gens, notamment des individus en situation de handicap, de l'IA générative dans la vie de tous les jours. Voici Billy. Billy est un bon ami à moi. Mais Billy est aussi atteint d'une très forte dysorthographie, et dyslexie, et dyspraxie, et de l'autisme. Comme il le dit lui-même, Billy a beaucoup de chance. Je lui ai donc demandé de réaliser son CV pour moi, dont j'ai modifié le nom et les informations personnelles, ainsi que son lieu de travail, le tout sans utiliser de correcteur automatique. Comme vous pouvez le voir, ce CV ne passerait probablement pas les sélections du monde du travail dans son état actuel. En effet, Billy a tendance à écrire les mots comme il pourrait les prononcer à l'oral. En général, le meilleur moyen de comprendre ce qu'il dit, et que je fais personnellement, c'est de le prononcer à voix haute. Maintenant, voici son CV, corrigé par correcteur automatique. Ici, celui de Microsoft Word, l'un des plus performants après celui de Google et celui de Dragon, tous deux s'appuyant par ailleurs lourdement sur l'IA. Comme on peut le voir, le résultat est plus qu'approximatif. En effet, si les fautes d'orthographe ont bel et bien disparu, il existe de nombreuses fautes d'accord et de conjugaison, ou tout simplement des mots remplacés, résultant à une traduction grossière. On peut remarquer des anomalies de traduction comme le mot raptor au lieu de rapport. En bref, un CV qui part à la poubelle de la vaste majorité des DRH. Maintenant, voici le même CV passé au crible de l'IA générative, ChatGPT 4. En commençant par poser le contexte à celle-ci pour l'aider à travailler, voici ce que je lui ai dit. Je souhaite améliorer le CV d'un ami souffrant d'une forte dysorthographie et de capacités d'écriture limitées. Pourrais-tu améliorer la formulation de ce CV ainsi que corriger les fautes d'accord et d'orthographe à travers le texte, s'il te plaît? Pour précision, celui-ci a tendance à écrire les choses comme ils entendent oralement. Puis, j'ai collé son CV tel quel, tel qu'il me l'avait écrit, et j'ai tout de même été obligé de ramener une demande, de rajouter une demande. J'ai donc rajouté: pourrais-tu reformuler son objectif professionnel pour quelque chose de plus favorable sur le CV, tout en gardant le sens général de son texte? J'ai pu ainsi obtenir une transcription du CV fiable et beaucoup plus représentative de la pensée et de l'intellect de son créateur originel, Billy. En effet, ici, plus d'artefacts de traduction étranges, plus de raptors impromptus, simplement un CV propre, présentable et au final, assez fidèle à ce qu'il voulait exprimer. ChatGPT 4 n'est peut-être pas toujours un outil fiable. Cependant, plus on interagit avec l'IA, parce que l'on comprend comment elle marche, plus on va l'éduquer à nos demandes en détaillant nos souhaits. C'est donc parce qu'on s'éduque à l'IA qu'on finit par éduquer l'IA. Maintenant, Genesis va nous parler et nous montrer comment développer son esprit critique avec l'IA. Quelles sont les directives de l'UNESCO sur l'inclusion de l'IA dans l'éducation? À partir des consensus de Beijing sur l'intelligence artificielle et l'éducation, l'UNESCO émet des recommandations visant à assurer une utilisation éclairée de l'IA dans le domaine éducatif. Chaque choix technologique doit être imprégné de principes éthiques solides, favorisant ainsi une expérience éducative possible et respectueuse. L'inclusion, garantissant que personne n'est exclu de cette utilité éducative. L'évaluation rigoureuse de l'outil
en mettant l'accent sur l'efficacité pédagogique, l'impact sur l'apprentissage des élèves et la conformité aux normes éthiques. L'engagement actif de la communauté éducative. Impliquer les parents, les élèves et les enseignants crée un sentiment d'appartenance et d'éco-responsabilité. Le guide mondial pour l'IA générative dans l'éducation et la recherche, publié en 2023, vise à aider les enseignants et les décideurs à exploiter de manière optimale les IA génératives, en plaçant l'accent sur l'élève. Le guide analyse les impacts sur les IA génératives sur la équité, la diversité culturelle et linguistique, ainsi que sur la réglementation et la formation des capacités humaines. Il propose des directives pour encourager une utilisation responsable et créative des IA dans l'éducation, en reconnaissant à la fois leurs avantages et les risques associés. Parmi les mesures suggérées, citons une limite d'âge dans son utilisation, l'adoption des normes de protection des données et de la vie privée, la formation continue des enseignants et le renforcement à l'esprit critique. Dans son entretien avec Sylvie, nous parle maintenant du projet Parcours laïque et citoyen organisé par les conseils départementaux de la Haute-Garonne, des bénévoles du GREP et intervenant dans les collèges pour sensibiliser les jeunes au cyberharcèlement et en veillant leur esprit critique dans les usages du numérique. Quels étaient les objectifs principaux des interventions organisées dans les collèges? Les interventions avaient pour objectif principal de sensibiliser les élèves aux différentes formes de harcèlement et de les équiper de compétences critiques pour naviguer dans le monde numérique en toute sécurité. Quels sujets ont été abordés lors de ces interventions sur le harcèlement et le cyberharcèlement? Nous avons visionné des vidéos. La première concerne un élève surdoué visité par la classe sous la direction du harceleur. Il a été convoqué ainsi que ses complices par la gendarmerie. Une seconde vidéo montre un élève discret et sage qui se fait voler ses affaires et embêté par l'ensemble de la classe. Un témoin le défend en allant voir la prof à la fin du cours. Une dernière vidéo de journaliste qui énonce les différentes formes d'harcèlement et les différentes solutions pour les contrer. Quelles sont les conséquences mentionnées du harcèlement sur les victimes? D'abord le mal-être, puis un manque de confiance en soi, basculant vers une dépression et pouvant se terminer par des cas de suicide. Tout cela met en lumière l'urgence d'intervenir. Quelles mesures ont été proposées pour les élèves en cas de harcèlement et quelles ressources leur ont été présentées? Les élèves ont été informés sur les signes précurseurs de l'harcèlement, les moqueries ainsi que les petites violences physiques. Les actions à entreprendre sont en parler à quelqu'un de confiance, les ressources disponibles pour obtenir de l'aide sont les numéros de soutien contre le harcèlement 30-18, ainsi que parler aux. En quoi consistait la partie consacrée au développement de l'esprit critique chez les élèves? La partie consacrée au développement de l'esprit critique comprenait des activités interactives visant à encourager les élèves à remettre en question les informations en ligne, à analyser les sources et à vérifier les faits. Quelles sont les opportunités et les préoccupations associées à l'utilisation de l'IA? L'utilisation de l'IA a été présentée comme offrant des opportunités d'apprentissage, mais également comme suscitant des préoccupations éthiques et sociales, notamment en ce qui concerne le harcèlement en ligne et la désinformation. Quels aspects éthiques et sociaux de l'utilisation de l'IA ont été mentionnés? Ne pas divulguer ses données personnelles, faire attention à ce qu'on poste sur les réseaux sociaux et ne pas propager de la désinformation. Quel rôle l'éducation sur l'IA joue-t-elle dans la lutte contre le harcèlement en ligne et la désinformation? Elle permet aux élèves d'apprendre comment utiliser l'IA et de développer un esprit critique face aux informations en ligne. En quoi ces interventions contribuent-elles à créer un environnement scolaire sûr et respectueux pour tous? En sensibilisant les élèves aux enjeux du harcèlement et du cyberharcèlement, tout en renforçant leurs compétences en matière d'esprit critique et en terminant par les conséquences judiciaires de ces formes d'harcèlement. Merci beaucoup, Hassen. Cette expérience nous renvoie
au problème qui provient de la utilisation non réfléchie de ces outils numériques. Comment identifier les failles de l'intelligence artificielle? L'utilisation de modèles tels que ChatGPT comporte diverses failles à prendre en compte. Par exemple, la génération de fausses informations, des inexactitudes factuelles, des contenus contradictoires, des contenus sans signification et une dépendance excessive du contexte précédent. Dans un récent article paru dans Le Monde, David Larosserie montre comment des chercheurs universitaires deviennent des bons pirates pour tester l'outil ChatGPT. Ils donnent des tactiques pour exposer la fragilité de l'outil. Si on répète un mot de manière excessive, si on manipule les données d'entraînement, si on impossonne les consignes, l'IA ne fonctionnait plus. L'article met en avant la nécessité d'une vigilance accrue, soulignant que la vulnérabilité persistante des IA génératifs peut avoir des conséquences graves. Donc, nos interactions doivent être accompagnées d'une compréhension critique de ces failles pour minimiser ces éventuelles conséquences. Maintenant, nous allons nous intéresser aux biais qui présentent l'IA. ChatGPT, comme d'autres modèles, est sensible à de divers préjugés et sexistes, raciaux, culturels, linguistiques, idéologiques. Ces biais proviennent des données d'entraînement du modèle qui reflètent les contenus générés par l'activité humaine sur l'Internet. Un article de Ramakrishnan Esni met en lumière les risques liés aux stéréotypes. Lorsqu'on lui a demandé à ChatGPT de raconter l'histoire d'un garçon et d'une fille, choisissant leur carrière, le modèle a présenté les garçons comme un médecin à succès et la fille comme une chère enseignante. La reconnaissance de ces nuances devient une compétence clé dans l'utilisation responsable de l'IA. Avec Loris, dans le cas d'usage de la création d'un CV, nous avons fait un test pour générer du profil professionnel avec 6 domaines différents. L'analyse biologie, l'entretien ménager, l'équipe des pédagogies, le forger, les secrétariats et l'ingénierie. Je souhaite donc rédiger le profil professionnel en français pour une femme qui postule pour un travail dans l'entretien ménager, puis pour un laboratoire d'analyse biologique. L'analyse des résultats entre les profils professionnels relève une tendance intéressante. Pour les femmes, les caractéristiques mises en avant sont souvent liées à l'empathie et à la passion et à l'expression artistique. Désolé. Par exemple, dans le domaine de l'entretien ménager, une femme est décrite avec une passion pour le maintien de la propreté et le confort des espaces. De même, une femme intéressée par la forge est présentée comme passionnée par l'art ancestral de la forge, démontrant une passion à explorer les possibilités créatives offertes par la manipulation des métaux. Bon, voilà. En revanche, en faisant le même prompt pour les hommes, l'accent était mis en avant sur l'expérience. Par exemple, un homme dans le domaine de l'entretien ménager est décrit avec une expérience solide et un homme intéressé par la forge comme un professionnel expérimenté. Cette distinction souligne les stéréotypes de genre persistants dans la manière dont les qualités et les compétences sont présentées et valorisées dans le contexte professionnel. Il a été remarqué qu'en utilisant différents prompts pour générer des images d'hommes et de femmes travaillant dans différents domaines, entretien ménager et analyse biologique ici, les visages générés sont étonnamment similaires dans les deux cas. Ouais. Oups. Cette répétition dans l'apparence faciale suggère que le modèle d'IA utilisé pour la génération d'images pourrait être limité dans sa capacité à représenter la diversité des caractéristiques faciales humaines. L'observation de visages générés consistant entre différents prompts peut également impliquer l'existence d'un biais envers un idéal de beauté standard dans l'ensemble des données d'entraînement ou dans l'algorithme lui-même. Afin d'atténuer les biais, une éducation spécifique à l'IA est nécessaire. Cette éducation vise à développer un regard critique chez les utilisateurs face aux réponses générées par ChatGPT. Nous allons donc demander à Cassia Troyan de nous parler de la formation esprit critique pour l'utilisation de l'IA. Cassia Troyan est maître des conférences à l'ETHEDJ depuis 2012
Et ses recherches se concentrent principalement sur l'IA symbolique. Il s'intéresse aussi dans les IA génératives et son impact dans l'enseignement. Maintenant, Cassia, quelles sont les principales initiatives nationales visant à intégrer l'IA dans l'éducation en France? Bon, tellement passionnée par l'éducation IA que j'ai commencé à parler. Je m'excuse. Donc, j'ai parlé d'IA et éducation. Donc, ce sont des thématiques étudiées depuis des décennies. Donc, il y a, comme était souligné ce matin, ne date pas de novembre 2022 avec l'apparition des IA génératives grand public, mais l'IA date de 1950 avec le grand hiver de l'IA. Et nous y voyons un jour un intérêt sans précédent par les IA génératives. Et donc, je vais justement parler en termes d'IA éducation en France. Je vais souligner deux initiatives. Donc, la première, je suis directement impliquée. Donc, pour la première, il s'agit du plan d'investissement France 2030. C'est un plan d'investissement massif dans toute nouvelle technologie, des technologies innovantes. Et dans le cadre de cet appel, il y a l'appel AMI pour appel à manifestation d'intérêt CMA des compétences métiers d'avenir, Ophelia. Et Ophelia, donc, c'est un projet financé par cet appel CMA AMI, des nouvelles métiers compétences de l'avenir, qui vise à créer une école de IA en France. Et nous avons donc, dans le cadre de ces projets, nous avons un projet de formation commun Ophelia dans les 4 instituts d'IA en France, notamment Grenoble, Paris, Côte d'Azur et Toulouse. Donc, nous pouvons donc, la première initiative au niveau national, c'est donc l'appel et les projets financés AMI Ophelia. La seconde initiative, que je ne suis pas du tout impliquée, mais je voudrais souligner ici l'arrivée des IA dans les lycées. Donc, il y a Gabriel Attal étant ministre de l'Éducation fin de l'année dernière, a annoncé donc l'arrivée dans les lycées de l'outil qui s'appelle EMIA, destiné aux élèves de seconde. Et cet outil EMIA donc, intègre de l'IA pour l'enseignement des mathématiques. Il comporte une variété, environ 20 000 exercices, qui sont donc les exercices qui peuvent être adaptés et adaptables selon le niveau de mathématiques des étudiants, donc des élèves. Donc ça, c'est aussi une nouvelle l'arrivée massive de l'IA dans l'éducation, notamment dans les lycées. Merci. Alors maintenant, quelles sont les actions de Ophelia Toulouse visant à utiliser l'IA pour améliorer l'éducation et comment la communauté éducative locale était impliquée dans ces actions? Donc d'abord, je voudrais souligner que l'objectif d'Ophelia, juste pour clarifier, c'est de vraiment investir dans de nouvelles formations qui vont donc répondre à ces besoins en nouvelles compétences dans les métiers à venir. Et dans le cadre de Ophelia Aniti, donc c'est l'école française d'IA associée à l'Institut d'IA à Toulouse, Aniti, comme c'était introduit ce matin. Donc, dans le cadre d'Ophelia, nous organisons des écoles d'été, donc 3 écoles d'été ont organisé, donc une en droit et IA, organisée par l'Université Toulouse-Capitole et Jessica ici présent. Moi-même et le VP délégué numérique de l'Université de Toulouse 2, Jean Jaurès, Monsieur Terrier, nous organisons, donc nous avons organisé une école d'été destinée aux étudiants de SHS afin de les sensibiliser aux enjeux d'IA, enjeux éthiques, enjeux de billets de données, etc. Donc, nous avons des discussions intéressantes impliquant des intervenants de différents horizons, en lien avec les SHS, les sociologues, les gens des sciences du langage, et etc. Ophelia aussi organise un ensemble de colloques et séminaires destinés aux enseignants, aux accompagnateurs pédagogiques, aux ingénieurs pédagogiques de Toulouse sur les enjeux de l'enseignement LIA, l'évaluation, donc ce sont des choses très importantes mentionnées aussi par notre collègue tout à l'heure, comment on évalue, comment on va évoluer maintenant nos élèves face à l'usage massif de ces nouvelles technologies.
Et Ophélia aussi organise et essaie de créer, donc il y a toute une équipe d'ingénieurs pédagogiques qui s'intéressent à la création de MOOC qui vont être destinés aux élèves des lycées et des collèges. Pour terminer, je voudrais aussi souligner les actions de l'Académie de Toulouse et donc plus généralement impliquant les départements, donc l'Académie à sa visibilité, sur l'organisation des séminaires aussi destinés au grand public et aussi public scolaire. Donc, l'Académie organise un ensemble de séminaires pour la sensibilisation de l'IA qui est organisé dans différentes bibliothèques et médiathèques de la région. Et donc, j'interviens par exemple à Cahors en juin auprès des grands publics dans les bibliothèques pour pouvoir justement parler de l'IA, de sensibiliser. Et juste pour conclure, IA et éducation, nous avons la seule issue, c'est de sensibiliser et d'éduquer. Merci Cassia pour ces réponses. Monsieur Chicoano, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes le directeur du Quai des Savoirs. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir au sein de ce colloque. Merci pour votre présence. Nous avons du coup préparé 4 questions pour vous. Et je commence de suite avec la première question. Quels sont les principaux objectifs du Quai des Savoirs pour sensibiliser le public à l'IA et à ses applications? Bonjour à toutes et à tous. Alors, que ce soit pour l'IA ou pour toute science ou technologie, les objectifs du Quai des Savoirs en termes d'éducation et de sensibilisation par rapport au grand public, c'est essentiellement la capacité à pouvoir prendre du recul par rapport à ce qu'on vit au quotidien, prendre du recul par rapport à ce qui est dit des sciences et des technologies dans les médias, par exemple, ou de façon générale, et faire jouer son esprit critique aussi par rapport à toutes ces différentes informations dans lesquelles on est baigné. Notre objectif au Quai des Savoirs, c'est vraiment de prendre de la distance, donc un recul critique, on va dire, par rapport à l'avancée des sciences et des techniques, pour tenter aussi d'imaginer d'autres futurs, c'est-à-dire pour aussi avoir ce sentiment que finalement, on n'est pas dans des rails comme ça qui nous emmènent droit alors parfois dans le mur, ou en tous les cas dans un futur qui serait déjà tout écrit d'avance, prédéterminé, mais reprendre la main sur ce futur, reprendre la main aussi collectivement, puisque ça c'est un des enjeux aussi sur lesquels on travaille très ardemment, c'est de montrer aussi que les problématiques éthiques, sociétales, philosophiques, c'est pas juste des questions individuelles, mais c'est aussi des questions collectives, et c'est pour ça qu'on essaie de faire en sorte que nos projets, nos expositions et puis toutes les actions de médiation qu'on mène puissent être appropriées de façon collective. Est-ce que vous pouvez nous parler des partenariats avec les institutions éducatives au Quai des Savoirs? Oui, alors les partenariats, j'allais dire immédiatement le rectorat. Vous avez cité l'Académie de Toulouse, bien sûr, le rectorat, en particulier la DAC, la direction à l'action académique culturelle, mais aussi tous les inspecteurs pédagogiques en sciences et techniques, le conseiller académique pour les sciences et techniques, enfin, les conseillers pour le numérique, les conseillers pour les langues aussi. Hier, au Quai des Savoirs, on avait la remise du prix Interlangue, qui est un concours académique et qui est relié à nos affaires parce qu'en fait, ce concours académique, il vise à faire faire aux élèves des petites vidéos, des fake news en langue étrangère, donc essentiellement en espagnol et en anglais, mais on a aussi des vidéos, quelques vidéos en italien ou en allemand. Donc ce sont des élèves de l'académie et qui travaillent leur esprit critique à travers les langues. Et ça, c'est un projet tout à fait original, par exemple, que l'on mène. Pour dire 2 mots sur cette exposition et sur la manière dont on travaille et les partenariats avec le monde éducatif et scientifique, sur cette exposition IA, on a tout de suite constitué un comité scientifique avec une dizaine d'experts, dont Malik Galab, que je salue cet après-midi, qui nous ont accompagnés tout au long du projet pour discuter, pour faire des choix, des tris, définir le périmètre de l'exposition. Bien sûr, des partenariats avec Anity, ça a été mentionné, mais on a la chance à Toulouse d'avoir cet institut pour la recherche en informatique, en intelligence artificielle, qui s'intéresse d'ailleurs particulièrement aux enjeux sociétaux et aux questions d'explicabilité de l'IA et tous ces sujets qui sont extrêmement importants pour nous, citoyens. Bien sûr, le CNRS, l'INSERM, et on a aussi travaillé sur ce projet, et c'est important de le souligner, avec le CNES, qui utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour, notamment à travers les images satellites, pour faire des diagnostics et des prévisions sur les conséquences des catastrophes naturelles, par exemple, qui peuvent survenir avec le changement climatique,
avec Airbus aussi, qui s'intéresse évidemment à l'intelligence artificielle, et pas juste pour faire piloter des avions automatiques, hein. On ne parle pas de l'avion automatique, mais aussi avec l'Oncopole, à Toulouse. Ça montre la diversité, hein, des applications de l'intelligence artificielle. Et ça, c'était vraiment un objectif qu'on avait par rapport au public. Parce que non, l'intelligence artificielle, ce n'est pas que ChatGPT, ce n'est pas que Midjourney. C'est aussi beaucoup d'autres applications, beaucoup d'autres approches qui sont extrêmement importantes, intéressantes et utiles pour la société. Peut-être plus utiles que de s'amuser toute la journée à faire dire des trucs à ChatGPT. Quels défis spécifiques rencontrez-vous dans votre mission de sensibilisation à l'IA et comment comptez-vous les surmonter? Il faudra un séminaire entier. Les défis, ce sont les préjugés, évidemment, mais on en a tous, hein. Ce sont les biais, ce sont les fausses connaissances, les faux savoirs, les connaissances un peu trop faciles. Donc, encore une fois, essayer de stimuler donc la manière de travailler pour nous, hein, qui ne sommes pas à l'école. On n'est pas dans le milieu on n'est pas, on n'enseigne pas. On est un centre culturel, donc on est dans le champ social, hein, plus directement. Et dans ce champ social, on a affaire à toute une série d'individus, de populations avec des connaissances différentes, avec des a priori, avec des visions, avec des intuitions aussi ou des certitudes. Et on se bat pas contre les certitudes, mais voilà, l'enjeu c'est de faire prendre la part des choses, encore une fois, au public, donc de faire prendre cette distance critique. Une des manières qu'on développe au Quai des Savoirs, c'est de travailler avec des scientifiques, bien sûr, mais aussi avec des artistes, de travailler avec des designers, avec des artistes, avec des écrivains, avec des auteurs de science-fiction, mais pas que de science-fiction, des auteurs dramatiques aussi. Et c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir mettre en perspective, mettre à distance, encore une fois, ces connaissances, ces savoirs. Ça nous permet aussi de jouer avec, ça permet aussi d'explorer des limites, ça permet aussi de faire un peu des spéculations par l'absurde pour aussi mieux s'approprier le savoir d'aujourd'hui et les connaissances du présent. On s'intéresse beaucoup au futur dans ce qu'il a de capacité à nous faire changer au présent, hein. C'est-à-dire que quand on parle du futur au Quai des Savoirs, c'est vraiment pour cette idée que ça rétroagit sur le présent et c'est qu'au présent, c'est maintenant qu'on doit prendre des décisions ou en tous les cas avoir adopté un certain nombre de comportements. Là, on parle de l'intelligence artificielle, mais on pourrait parler du changement climatique, on pourrait parler de nos modes de transport, on peut parler en fait de l'alimentation, de tous les sujets. C'est intéressant de se projeter dans le futur pour revenir sur ce qu'on vit aujourd'hui et comment on se positionne aujourd'hui. Et enfin, comment le Quai des Savoirs encourage-t-il le développement des compétences critiques et éthiques liées à l'utilisation et au développement de l'IA chez les apprenants? Là, je pourrais citer un projet sur lequel on travaille avec le rectorat de l'Académie de Toulouse, hein. On est en train de travailler à plusieurs avec le Centre de recherche de Météo France, le CNES, donc le rectorat, la DRAC aussi, donc ministère de la Culture en région, sur un préac. Donc un préac, en fait, c'est 2 jours de formation. C'est un programme de recherche à l'éducation artistique et culturelle. Et vous savez, donc, il y a cette grande politique publique en France culturelle qui est autour de l'éducation artistique et culturelle, et la culture scientifique et technique fait partie de cette politique publique aujourd'hui. Et donc là, on est en train d'organiser une formation pendant 2 jours, 25-26 avril prochain, où on a à la fois des enseignants, des inspecteurs pédagogiques, des formateurs et aussi des acteurs culturels, des médiateurs, des programmateurs. Donc c'est 50-50, on a 60 participants, on a 30 issus de l'éducation nationale, 30 issus des métiers de la culture. Et pendant 2 jours, on va donc faire à la fois des ateliers, des réflexions, des tables rondes, discuter ensemble et construire ensemble des ressources pédagogiques pour justement mieux faire jouer notre esprit critique, et notamment celui des jeunes et des élèves, puisque tout ça, ça va déboucher sur un certain nombre de ressources qui sont mises à disposition des communautés éducatives. C'est un projet national, c'est-à-dire que c'est à la fois des enseignants de l'Académie de Toulouse, mais aussi de différentes académies en France, et des collègues aussi du monde de la culture qui viennent d'un peu partout en France. Ces initiatives, je vous recommande de les regarder de près parce qu'elles sont assez intéressantes, elles sont très ouvertes, elles sont pluridisciplinaires, interministérielles, ce qui est assez rare en France, donc c'est important de le souligner. C'est vraiment une initiative de transversalité. Il y en aura une deuxième à Poitiers à la fin de l'année qui est organisée par nos collègues de l'Espace Mendès France à Poitiers, qui est un centre de culture scientifique à Poitiers, qui travaille aussi fortement sur IA et création artistique, puisque c'est ça la thématique. Donc on échange ensemble.
ensemble. Et donc, tout cela, ça permet de construire des ressources, de produire des ressources entre monde de l'éducation, monde de l'enseignement supérieur et de la recherche et monde de la culture. Et je crois que c'est un des moyens, un des outils assez concrets, hein, très, très pragmatiques pour essayer de faire avancer toutes ces actions d'éducation à l'esprit critique envers l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Monsieur Chicone, pour cet échange. Je vous invite aussi, cher public, du coup, à vous rendre à l'exposition au Quai des Savoirs IA double jeu. Merci. Ainsi, l'IA, comme toute technicité, comporte ses poisons et ses remèdes. Seulement, il est illusoire de penser pouvoir prendre le contrôle d'une technique. L'histoire nous apprend que les humains ont toujours disposé d'outils qu'ils ont pu utiliser pour s'entretuer, mais aussi bâtir de grands empires de connaissances. L'IA est un outil qui porte un potentiel révolutionnaire. Le philosophe Marc Alizard, en faisant écho aux blessures narcissiques engendrées par la science, développée par Sigmund Freud, se demandait même si elle ne constituerait pas une 4e blessure narcissique. Si les impacts de cette technologie ne sont pas encore totalement percevables, certains craignent pour la primauté de l'intelligence humaine. Or, tout comme Socrate redoutait que l'écriture nous diminue, l'histoire a démontré que malgré les changements qu'elle a engendrés, elle a permis la diffusion de masse de multiples savoirs. Ainsi, les nouveaux venus continueront tant que la condition humaine perdurera à individuer le nouveau monde à travers leur innovation et à la fois, le monde continuera à individuer les nouveaux venus. Merci.